Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce jeudi 12 février 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Algérie-Niger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions pour le retour avec effet immédiat à Niamey de l'ambassadeur d'Algérie accrédité auprès de la République du Niger, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les détails dans ce journal. Représentant le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, le premier ministre algérien Séfir Liébé est arrivé aujourd'hui 12 février 2026 dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour participer à la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ainsi qu'au sommet Afrique-Italie. On fait le point dans ce journal. Algérie-Union européenne verra un renforcement du partenariat s'inscrivant dans une vision stratégique durable. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 72 049 martyrs et 171 691 blessés. Iran, États-Unis, Téhéran affirme que la date des prochaines négociations nucléaires est en consultation. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions pour le retour avec effet immédiat à Niamey de l'ambassadeur d'Algérie accrédité auprès de la République du Niger. Entre Alger et Niamey, l'heure est au renforcement des relations. Les deux pays qui n'ont jamais caché leur fraternité font un pas de plus vers la concrétisation de la politique du bon voisinage avec le retour de leurs représentants diplomatiques respectifs. Les détails avec Tini Al-Makassi. Dans un Sahel attaché à sa souveraineté, le retour des ambassadeurs algériens et nigériens à leurs postes respectifs est l'expression d'une constante stratégique. Il acte la fin d'une parenthèse conjoncturelle sans jamais remettre en cause la profondeur du lien entre les deux pays. L'interruption momentanée du dialogue direct récente n'a pas altéré ce socle, elle a au contraire démontré qu'il était solide. Une histoire partagée, des frontières communes, des défis sécuritaires imbriqués, peut-être même les mêmes défis sécuritaires. Alger a fait le choix de la constance, pas de surenchère, une main tendue, un pays frère, une porte maintenue ouverte. Fidèle à une doctrine claire, respect de la souveraineté, primauté du dialogue, rejet des ingérences dans les affaires internes des pays tiers. La relance de la coopération énergétique, notamment dans les domaines des hydrocarbures via le gazoduc transsahalien, donne une vision concrète à cette volonté politique. L'énergie devient de fait un levier d'intégration en droite ligne avec les objectifs de l'Union africaine. Elle inscrit la relation dans le long terme, celui des intérêts stratégiques communs. Dans ce contexte, le retour progressif aux équilibres des rapports de force au sein de l'Alliance des États du Sahel est révélateur. Le Niger, tout comme le Burkina Faso, maintiennent des canaux actifs avec Alger. Cette dynamique rappelle une évidence géopolitique. Le Sahel ne peut se stabiliser en ignorant le poids de l'Algérie, puissance frontalière, acteur central de la lutte antiterroriste et défenseur d'un panafricanisme concret. L'Algérie demeure un pivot. Les turbulences passent, les liens fraternels demeurent entre Alger et Niamey. L'avenir s'inscrit dans cette profondeur stratégique retrouvée. Représentant le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, le premier ministre algérien Séfir Liébé est arrivé aujourd'hui 12 février 2026 dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour participer à la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ainsi qu'au sommet Afrique-Italie. Le premier ministre algérien est accueilli à l'aéroport international de Bole par le ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie Beleta Molé en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté national à l'étranger des Affaires africaines Ahmed Attaf et du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale étrangère Sofiane Chaïb ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Éthiopie.
Et les travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine ont repris ce jeudi dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, avec la participation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attab, chargé par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Au deuxième et dernier jour de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine se sont réunis à huis clos en préparation du 39e sommet ordinaire de l'Union prévu samedi et dimanche 14 et 15 février dans la capitale éthiopienne. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a indiqué jeudi à Addis Abeba que l'Algérie souhaite que la participation de l'Union africaine au G20 contribue à sortir l'Afrique de la marginalisation et insistant sur l'importance d'une préparation optimale de cette participation. Intervenant au deuxième et dernier jour des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine, Ahmed Attaf a précisé que l'Algérie réaffirme l'importance d'une préparation optimale de la participation de l'Union africaine au G20, estimant que cette participation n'est pas une fin en soi, mais un moyen que nous souhaitons voir contribuer à sortir notre continent de la marginalisation et de l'exclusion. Notre mémoire collective se rappellera sans aucun doute du sommet de Johannesburg, pas seulement comme le premier sommet du G20 sous présidence africaine, en terre africaine, mais comme premier sommet du G20 ayant affirmé la place de l'Afrique et comme premier sommet du G20 qui a remis la lumière sur les priorités de l'Afrique et la problématique du développement économique. Un acquis sur lequel il faut capitaliser dans le cadre du siège permanent de l'Union africaine au sein du G20. Et l'Algérie réaffirme l'importance de la préparation des participations de l'Union africaine au G20, car la participation n'est pas un but en soi, mais un outil que nous souhaitons utiliser pour sortir notre continent du phénomène de marginalisation et d'exclusion dont il souffre. En marge des travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, plusieurs dossiers majeurs et crises régionales ont été au cœur des discussions. Parmi les priorités mises en avant figure la question de l'eau face à l'aggravation du stress hydrique qui menace de nombreuses régions du continent. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui se réorganise autour du contrôle des matières premières et l'eau en fait partie, et je mentionne cela car le débat tourne aujourd'hui autour de la gestion des eaux et de sa disponibilité dans la durée. C'est un sujet à la table des matières de l'Union africaine pour 2026. Et c'est un sujet très important à propos duquel nous débattons et nous discutons et nous rappelons l'importance croissante concernant le contrôle des matières premières. La question aujourd'hui est de savoir ce que cela signifie pour le continent et comment nous positionnons-nous concernant la question de l'eau. En marge des travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tenu une conférence de presse à l'occasion de la commémoration de son 20e anniversaire. À cette occasion, la vice-présidente de la Cour africaine a souligné l'importance de cette étape dans le renforcement du système africain de protection des droits de l'homme et de la justice sur le continent. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à tant d'années pour dire oui? Il y a une infraction, automatiquement il y a une peine à prononcer, ou alors on dit non, il faut penser à 10 ans, il faut penser à 15 ans, il faut penser à maintenant. Donc ça, c'est un des points que le comité est en train de discuter. Le dossier sahraoui a été exposé aux membres africains à la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Je vous propose d'écouter Mohamed Yeslem Baïsat, ministre des Affaires africaines sahraouis. الجمهورية الصحراوية على غرار نظيراتها الإفريقيات. La République sahraoui, à l'instar de ses partenaires, participe au Conseil exécutif de l'Union africaine qui prépare les documents et l'agenda auquel participeront les chefs d'État et de gouvernement africains. La République sahraoui participe tout comme les autres États africains et nous avons affirmé nos positions lors des questions sujettes à débat et c'était l'occasion pour nous d'échanger avec les pays frères, les amis et alliés à la République pour les informer de la cause sahraoui et ses répercussions.
Et justement, pour parler des travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui ont repris jeudi à Addis Abeba, nous avons avec nous en direct notre envoyé spécial en Éthiopie, Mohamed Wali Ben Shaaban. Bonsoir Wali. Bonsoir Asma. Wali, les travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine aujourd'hui ont été marqués par des annonces importantes dans les orientations qui serviront de base aux décisions attendues lors du 39e sommet de l'Union africaine à partir de samedi. Mohamed Wali Ben Shaaban, avez-vous les détails? Oui, Asma, effectivement. Donc, dans ce deuxième et dernier jour des travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine et en préparation du sommet de l'Union africaine, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UEA ont examiné un large éventail de dossiers portant sur le rôle et la place de l'action africaine sur la gestion des principaux défis politiques, sécuritaires et de développement économique dans le continent africain. Concernant les décisions de cette 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, les points essentiels à retenir dans sa clôture, on cite les efforts de l'Algérie sous les directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'organisation rigoureuse de la foire du commerce intra-africaine EATF tenue à Alger septembre dernier. On cite également le succès de l'organisation de la semaine de la créativité africaine CANEX. Également, il y a l'organisation exemplaire de la première conférence ministérielle de la production locale de médicaments et les technologies de la santé en Afrique, toujours en Algérie, le mois de novembre dernier. Il y a aussi la reconnaissance remarquable du rôle pionnier de l'Algérie dans le renforcement de l'industrie pharmaceutique et des mesures concrètes prises par le gouvernement algérien pour soutenir la fabrication de produits de santé sur le continent africain. On cite également ce conseil a loué le leadership de l'Algérie dans ce domaine et appelle l'ensemble des États membres à suivre et s'inspirer de l'expérience algérienne. On cite également l'adoption d'une décision concernant l'état d'avancement du Grand Musée de l'Afrique dont le siège est abrité par l'Algérie. Il y a aussi le Conseil demande aux États membres de l'Union africaine de continuer à soutenir ce projet stratégique majeur de l'agenda 2063. Par ailleurs, Asma, on évoque plutôt les participants en marge de ces travaux ont évoqué les ingérences étrangères qui entravent le développement économique et sur tous les fronts du continent africain et qui ont rejeté cette ingérence africaine qui est souvent cachée sous le couvert de développement économique, de la propulsion du continent. Et puis, comme la plupart des participants que nous avons rencontrés, et ils nous ont dit que les crises africaines... Ouais. Merci Mohamed Wali Ben Shaaban pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Nous allons revenir vers vous dans nos prochaines éditions. Et dans un autre dossier, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a réitéré la volonté de l'Algérie et de l'Union européenne de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie dans le cadre d'une vision stratégique durable et mutuellement avantageuse. Dans un discours prononcé ce jeudi à Alger lors de la 6e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique Algérie-Union européenne, Mohamed Arkab a évoqué la nécessité de poursuivre la coopération énergétique entre les deux parties dans le cadre d'une sécurité mutuelle à long terme fondée sur la confiance, la prévisibilité et la responsabilité partagée.
Nous avons aussi abordé la question de la réduction des émissions de gaz, méthane et de l'empreinte carbone. Nous avons assuré l'engagement de l'Algérie pour la poursuite de ses efforts dans ce domaine à travers des programmes concrets pour l'amélioration des performances environnementales dans la chaîne de valeur dans le secteur des hydrocarbures et ainsi participer aux efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique. Par ailleurs, Mohamed Arkab a exprimé la détermination de l'Algérie à maintenir sa position stratégique de fournisseur historique sûr et fiable de gaz naturel à l'Europe grâce au lancement d'un plan de développement ambitieux dans le secteur des hydrocarbures qui englobe l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous avançons dans le renforcement de ce partenariat énergétique stratégique avec l'Union européenne dans ce qui sert les intérêts communs et renforce la place de l'Algérie comme acte axial dans le marché du gaz sur le plan régional et international. Et il y a 66 ans, la France coloniale transformait le Sahara algérien en champ d'expérimentation nucléaire, exposant volontairement des régions habitées et leur population aux effets destructeurs de l'arme atomique, un crime colonial prémédité. Hommage et évocation ce soir avec Iman Merat. Le 13 février 1960, à Rguen, dans le sud algérien, la France fait exploser sa première bombe atomique avec Gerboise bleue comme nom de code. Une puissance estimée à environ 70 kilotonnes, équivalente à 4 fois celle d'Hiroshima au Japon. Officiellement un tournant stratégique, officieusement le début d'une longue fracture mémorielle et sanitaire. 30 années après l'ouverture de ce dossier par l'État algérien, on constate que les choses n'avancent pas dans le bon sens comme le veut l'Algérie. Parce que l'Algérie, depuis 30 années, elle ne demande que des choses humanitaires. C'est-à-dire, je m'explique, elle demande à avoir des informations précises, les cartes des déchets, elle demande à ce que les victimes soient indemnisées, qu'on leur donne les dossiers médicaux qui sont au niveau de la France, qu'on leur donne les dossiers de l'état civil, parce que la France les a pris avec. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'écho. Les conséquences humaines sont, elles, bien documentées par les témoignages. Cancer, malformations congénitales, maladies chroniques, des générations exposées sans information ni protection. À Rguen, la nature est gravement irradiée, polluée, mais l'aspect le plus impactant pour la vie, c'est celui de cette incapacité de la majorité des femmes de Rguen de pouvoir faire arriver à terme leur grossesse. Et les rares femmes qui arrivent à faire arriver à terme leur grossesse, c'est pour donner naissance à des bébés mal formés. À Rguen, on peut voir très facilement des seins dactylies, des bébés qui naissent avec des malformations, avec des doigts raccourcis, des monophthalmes, des bébés avec un seul œil. C'est tout simplement inhumain. Au-delà de l'homme, c'est tout un écosystème qui a été affecté. La radioactivité persiste dans les sols, certaines zones restent encore contaminées. La faune et la flore sahariennes, déjà fragiles par nature, ont subi un impact durable. Des études évoquent encore aujourd'hui des taux anormaux de radioactivité dans certains secteurs. Et Gerboise bleue ne fut qu'un début. 3 autres explosions ont suivi à Rguen en 1960 et 1961. Gerboise blanche, gerboise rouge et gerboise verte. Puis à partir de 1961, la France a poursuivi ses explosions nucléaires dans le massif du Hogar, cette fois-ci en souterrain. Au total, 17 explosions nucléaires ont été réalisées en Algérie, dont plusieurs ont provoqué des fuites radioactives, notamment l'accident de Beryl en 1962. Gerboise bleue ne relève donc pas seulement de l'histoire militaire, elle marque le point de départ d'une série d'explosions dont les traces humaines et environnementales restent visibles. Entre exigence de vérité, mémoire blessée et responsabilité politique, le dossier des crimes nucléaires au Sahara demeure ouvert et pour beaucoup, l'onde de choc ne s'est jamais dissipée.
En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait au moins 72 049 martyrs et 171 691 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, indiqué ce jeudi un nouveau bilan des autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 4 martyrs et 5 personnes blessées ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, a précisé la même source, notant que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Pour rappel, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 591 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1583 autres ont été blessés, tandis que les corps de 724 martyrs ont été récupérés, ont ajouté les autorités sanitaires. Et le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a annoncé que le programme des Nations Unies pour le développement, en coopération avec des organisations locales de la société civile à Gaza, a commencé l'enlèvement de 370 000 tonnes de déchets accumulés durant l'agression sioniste qui dure depuis plus de 2 ans, transformant la région en un foyer de pollution dans un contexte d'effondrement des services de base, notamment la collecte des ordures et les systèmes d'assainissement. We are in the center of Gaza City. Nous sommes en plein cœur de la ville de Gaza. Nous sommes perchés sur un tas d'ordures accumulées pendant toute la guerre. Ce tas est haut par rapport à la rue, 13 mètres de haut, et on parle de plus de 350 mètres de cubes de déchets. Quelque chose de difficile à imaginer. Cette situation affecte tous les habitants de la ville de Gaza, en particulier ceux de ce quartier qui sont exposés à des risques sanitaires, surtout pendant l'été. Mais aujourd'hui est un jour important car le premier camion a commencé à transporter les déchets d'ici vers une décharge temporaire du centre de Gaza. La solution idéale consiste à transférer tous les déchets de Farah et les déchets temporaires supplémentaires vers les 2 principales décharges, à Juhar al-Dik et Sofa, et qui restent inaccessibles. Jusqu'à présent, l'accès à ces 2 décharges est crucial pour préserver la santé des 2 millions d'habitants de Gaza. Il a fallu de longs efforts pour trouver un site hors zone résidentielle afin d'y entreposer environ 370 000 tonnes de déchets accumulés pendant la guerre. Le transfert de ces déchets vers la décharge principale de Juhar al-Dik avait été empêché par l'occupation israélienne. Ce secteur, connu sous le nom de marché de Fras, représentait un grave danger pour la santé et l'environnement des habitants. Aujourd'hui, le transfert d'une petite partie de ces déchets vers une décharge temporaire a commencé dans l'attente d'autorisation de les transférer à Juhar al-Dik. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, jusqu'à 5000 policiers seront déployés lors de la conférence de Munich sur la sécurité qui débutera vendredi 13 février. Comme chaque année, nous prévoyons une opération d'envergure pour la police munichoise lors de la conférence de Munich de la sécurité. De nombreux chefs d'État et de gouvernement de haut rang, ainsi que de nombreux militaires et de personnalités politiques importantes seront présents. Parallèlement, de nombreuses réunions auront lieu, notamment samedi. Cela témoigne de l'ampleur de la tâche qui attend la police munichoise. Nous avons commencé à planifier dès la fin de l'année dernière. Nous sommes bien préparés. Nous déploierons jusqu'à 5000 policiers pour mener l'opération avec le soutien d'autres Länder allemands et de la police fédérale. Mais cette fois-ci, l'opération aura également une dimension internationale. Nous recevrons des efforts d'Autriche, de Suisse, de France et des Pays-Bas. Le jour du plus grand rassemblement sera samedi, un rassemblement notable et lié aux événements en Iran. L'organisation prévoit jusqu'à 100 000 participants. La police de Munich s'attend également à une forte mobilisation. Il est encore impossible d'estimer précisément le nombre final de participants, mais samedi sera la journée la plus chargée en termes de rassemblement, sans oublier les manifestations habituelles contre la conférence de Munich sur la sécurité. Und deswegen trotzdem aber aufgrund der weltpolitischen Lage eine abstrakt hohe Gefährdungslage.
Un haut responsable iranien de la sécurité a déclaré mercredi que des consultations étaient en cours pour déterminer la date du prochain cycle de négociations nucléaires indirectes entre l'Iran et les États-Unis. Direction le Pakistan à présent, où 5 policiers ont été tués mercredi dans une attaque armée survenue dans la région de Dera Ismail Khan, dans le nord-ouest du pays, ont annoncé des sources sécuritaires. Des assaillants busqués dans une zone boisée ont ouvert le feu sur les patrouilles de sécurité. Les forces de sécurité ont riposté à l'attaque et tuant 4 assaillants, précise la même source. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.